Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour à vous. Vous craignez la Russie de Poutine? Ah oui, c'est une crainte et une menace réelle. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il dit, il faut l'écouter avec attention. Les dirigeants européens le craignent aussi. Il y a quelques mois, je crois que c'était Ursula von der Leyen qui avertissait qu'il était tout à fait possible, en tous les cas, qu'il n'était pas inimaginable, qu'il y ait une guerre qui s'étende sur tout le continent européen. Donc c'est une véritable crainte, menace à prendre au sérieux. Alors, justement, cette crainte, vous la mettez noir sur blanc et vous imaginez une Russie qui fait la guerre à la France et à toute l'Europe, conduisant les Européens à s'exiler vers le Maghreb, à l'image aujourd'hui des subsahariens, des Moyen-Orientaux ou des Maghrébins qui affluent vers les côtes européennes. Vous croyez à ce scénario ? Rien n'est impossible. Dans un monde aussi instable sur le plan géopolitique, je crois qu'on doit se dire que demain tout peut s'inverser, c'est d'ailleurs le titre du livre, et que l'inimaginable, et malheureusement évidemment personne ne le souhaite, est possible aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai imaginé ce scénario qui n'est pas que le fruit de l'imagination. Vous venez de voir ces déclarations de Vladimir Poutine et l'inquiétude réelle des dirigeants européens et occidentaux. Je crois que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un scénario à ne pas exclure malheureusement. Est-ce que certains, par exemple parmi vos interlocuteurs, et en particulier dans la sphère sécuritaire ou de renseignement, vous aurez confirmé ce scénario-là? Écoutez, il y a quelques jours, c'est le Financial Times qui a publié des documents militaires russes indiquant des cibles et des infrastructures visées sur le littoral français. Donc à partir de là, il y a deux attitudes possibles. Soit se dire c'est impossible. Impossible que en Europe, on puisse connaître une guerre. Nous la connaissons aujourd'hui en Ukraine, aux confins de l'Europe. Mais est-ce qu'il est possible de la connaître sur l'ensemble du continent européen? De hauts responsables, et vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui ne l'excluent pas. Je suis un peu vache parce que je demande vos sources et ça se fait pas normalement entre journalistes. Est-ce que l'exercice du roman est plus dur que l'essai ou l'interview? Je dirais que c'est un récit romancé, parce que à la fois c'est le fruit de l'imagination, mais c'est aussi une idée, moi, qui me travaille depuis très longtemps. Et j'ai pas l'impression d'être seulement dans une fiction, voyez-vous. Donc j'ai un petit peu utilisé, en tout cas mis à profit mon expérience de journaliste, d'observatrice, parfois aussi d'actrice quand il s'agit de conviction, pour imaginer ce récit. Donc c'est à la fois une liberté de la fiction, mais aussi l'observation de la journaliste que je suis. Est-ce que vous auriez aimé vivre au temps des chevaliers? Autant ? Au temps des chevaliers. Oui, pourquoi pas. Avec le panache, oui, c'est peut-être aussi ce qui manque aujourd'hui, d'avoir parce qu'ils sont très présents dans votre dernier roman. Effectivement, d'avoir. Alors il y a l'esprit chevaleresque. Il y a aussi, moi j'aime bien tout ce qui est quand il y a une sorte d'imaginaire, un panthéon imaginaire qui est le mien. Et j'ai imaginé, il est vrai, des héros comme Hannibal, comme Scipion l'Africain, comme Saint-Louis. Et puis il y a aussi sur le fond les croisades également. Et ce terme de décroisade aussi que j'utilise. Alors justement, on va y revenir. Vous évoquez justement ce concept, y compris pour l'héroïne, pourtant attachée à son héritage vieille France et vendéen. C'est quoi la décroisade, Sonia Mabrouk ? La décroisade, c'est une expédition, pas forcément militaire, et qui, à l'inverse des croisades, peut se réaliser en Occident, en Europe. C'est le retour donc des migrants européens qui sont partis en terre d'islam et qui vont revenir ensuite, retourner chez eux. Et toute la question est de savoir comment on se comporte quand on a été soumis, si je puis dire, à l'assimilation, à marche forcée. En tous les cas, c'est le cas dans ce livre. Comment on se comporte après? Est-ce qu'on renoue facilement avec sa culture, avec sa civilisation, avec ses codes culturels, avec ses mœurs, parce qu'on reste imbibé finalement avec ce qu'on nous a inculqué? Alors c'est très intéressant parce que à travers ce concept de décroiser, justement, vous imaginez justement des Occidentaux auxquels on aurait justement essayé d'asséner enfin en tous les cas dans lesquels on aurait essayé de les assimiler à une culture complètement étrangère à la leur, qui en l'occurrence une culture arabo-islamique. Et vous posez également la question de l'assimilation. Alors sur ça, est-ce que d'abord l'assimilation c'est une violence? C'est jamais un processus qui est simple.
c'est jamais un processus qui est fait, j'allais dire, de douceur et de tendresse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui peut être tout à fait bien vécu. Il peut y avoir une forme de brutalité. Prenons l'exemple dans notre histoire. Les premiers assimilés en terre de France furent des Français. Les Normands, les Bretons. Eh bien, il faut se souvenir que sous la Troisième République, les hussards, Normand, c'était de bonne guerre, parce que leurs ascendants avaient essayé de nous occuper. Effectivement. Mais enfin, l'assimilation, je ne peux pas dire que ce soit un processus qui est fait de douceur et de caresse. Je dirais que c'est quand même un processus qui reste complexe, qui a des ruptures, mais il peut être très bien vécu. Enfin, je crois modestement être une preuve de cette assimilation, comme beaucoup d'autres Français, évidemment. Mais effectivement, il y a une notion qui est centrale dans ce que vous venez de dire. Je reprends votre mot. Il y a le mot rupture. Il y a le mot rupture. En tout cas, il y a le mot d'éloignement et pas d'effacement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez mettre de côté, et non pas l'effacer ou l'oublier, votre bagage culturel pour vous approprier d'autres héros, d'autres gloires, d'autres fiertés, un autre roman national et un autre panthéon. C'est ainsi, quand vous arrivez dans un autre pays et que vous n'arrivez pas en conquérant, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une solution qui est assez généreuse. L'assimilation peut être brutale, mais in fine, elle est à visée universaliste. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que quand vous dites à un étranger, à l'arrivant, eh bien, tu peux me ressembler, non pas parce que je veux que tu deviennes mon clone culturel, mais parce que j'estime que tu peux partager eh bien, les mêmes rêves, les mêmes codes culturels et les mêmes mœurs. Il y a deux mots qui sont absents de votre roman, c'est laïcité et intégration, ces concepts qui sont centraux, et en particulier... J'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas présents. Ah oui, ça m'a frappé. C'est parce qu'ils sont inopérants ? Moi, je regrette... Non, je regrette l'utilisation du mot intégration parce qu'on est passé justement de l'assimilation à l'intégration à la société inclusive. Pour moi, l'intégration... c'est multiculturel. Tout à fait. Et le droit à la différence. L'intégration, c'est une bonne chose, hein, mais c'est technique. C'est-à-dire vous intégrez par le travail, par... le fait que vous ayez un domicile, par les papiers, quand vous êtes naturalisé. L'assimilation, comme on l'a dit, exige autre chose. Exige que vous souhaitiez vraiment préserver et sanctuariser une unité culturelle. Donc voilà pourquoi je n'ai pas utilisé le mot d'intégration et je n'ai pas utilisé également le mot consciemment, je ne l'ai pas fait, laïcité. Non pas que je ne partage pas. La laïcité, c'est une singularité française à laquelle je tiens énormément, mais je trouve qu'on la commode malheureusement à toutes les sauces, c'est qu'elle remplace aujourd'hui le concept d'assimilation. Je prends souvent pour exemple, si vous me le permettez, par exemple, la dernière loi dont nous avons beaucoup parlé contre le séparatisme culturel n'est pas une loi de laïcité, c'est une loi d'assimilation. Or, on ne prononce plus le mot, voilà pourquoi je n'ai pas utilisé le mot de laïcité. Alors, est-ce que aussi, c'est parce que pour vous, si vous me le permettez, le sacré c'est sacré, et en tous les cas c'est central, et notamment, c'est l'objet de votre précédent livre, et c'est très présent dans votre roman. Ah oui, il y a toujours... moi, j'ai un attachement au sacré, à la transcendance, et ça rejoint parfaitement la question de l'assimilation, parce que l'autre question que l'on pose quand on parle d'assimilation, c'est à quoi on assimile aujourd'hui ? Quel est le projet assimilationniste ? Et pour moi, un tel projet, s'il ne comporte pas une part sacrée au sens de transcendance, évidemment pas de religion, au sens de qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on enseigne comme héritage culturel et spirituel, il manque quand même l'essentiel. Alors, vous évoquez un couple qui est formé d'une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui est plutôt vieille France, avec un grand nom des guerres de Vendée. Exactement, enfin en tous les cas, effectivement, avec un nom qui, surtout au Figaro, nous interpelle. Et puis, qui est mariée, elle, avec un médecin très à la mode, très en vogue, très en vue, qui lui opère des opérations pour changer le sexe des enfants. Et qui est très embarqué dans tout ce qui est dans le business et dans les transitions, ce qu'il est convenu d'appeler les transitions de genre. Et ils ont 2 enfants qui n'ont pas fait de transition, et qui 2 garçons, et avec qui ils migrent dans un pays imaginaire qui s'appelle la Jalmanie. On reconnaît
qui est une Tunisie qui serait entre, si vous me le permettez, entre l'Égypte et la Libye. Exactement. Mais ça fait rêver quand même, ça donne envie. Et qui migre avec un autre couple, eux, de juifs, et qui ont une fille et qui se retrouvent justement et qui connaissent les affres des réfugiés dans un pays qui est chauffé à blanc contre les immigrés et l'afflux de réfugiés. Vous évoquez le sort de ces migrants dans les camps de réfugiés, dans des circonstances très dures. Est-ce que c'est comme ça qu'on les traite en Occident ? En partie, oui. Moi, je voulais montrer aussi, d'ailleurs, vous me permettez de dire, quand on écrit, c'est une manière de se regarder dans le miroir et de voir l'autre. Je pense que, d'ailleurs, les journalistes que nous sommes, nous appréhendons ce sujet de l'immigration, de l'intégration, de l'assimilation, toujours avec les chiffres, ce qui est une bonne chose quand même. Ce sont des faits, et les faits sont têtus. Mais je pense qu'à un moment, se mettre à la place de l'autre, d'abord par volonté de comprendre parfois ce qu'ils subissent, ce qu'ils endurent, pour comprendre aussi ce qui est demandé, c'est une chose qui me paraît quand même tout à fait empathique. Et puis autre chose qui m'intéressait avant tout, c'est d'imaginer ce sentiment d'appartenance à une nation, jusqu'où il peut aller, jusqu'où cette famille ou ces familles peuvent le défendre, ce sentiment d'appartenance. Et est-ce qu'à un moment, ce sentiment d'appartenance, il prend le dessus sur le sentiment d'attachement et de fidélité aux origines, à une culture? Et ce qui m'a intéressé, et c'est ce qui renvoie à l'un de nos plus gros défis aujourd'hui en France, c'est la dissociation aujourd'hui entre identité et nationalité. Nous avons beaucoup de Français qui sont là, qui sont d'origine immigrée, 3e, 4e génération, qui sont évidemment français naturalisés, mais pas acculturés. Donc moi, cette question de la dissociation entre la culture, l'identité et la nationalité est passionnante. Oui, mais Sonia Mabrouk, dans votre roman, vous ne donnez pas tellement envie de s'assimiler, parce que les peuples, enfin en tous les cas les dirigeants du pays qui réclament l'assimilation, alors vous n'aimez pas beaucoup les nationaux populistes apparemment, et ils sont brutaux, ils sont racistes. Est-ce que justement la question c'est est-ce qu'on peut faire de l'assimilation sans que être qualifié de national-populiste? Alors je voulais que ces familles connaissent quand même la douleur de l'exil, connaissent aussi la vie dans les camps de réfugiés, connaissent aussi les préjugés des populations locales. Et ça existe des deux côtés de la Méditerranée, ça existe aussi dans les pays du Sud. Mais au sein de ce couple... Parce qu'on a notamment vu, notamment en Tunisie, dans le sud de la Tunisie... Évidemment. Ou en Algérie, avec ces migrants qui ont été refoulés, et parfois en passant par le désert, ce qu'il faut évidemment totalement condamner. Est-ce que vous ne comprenez pas justement la réaction des autorités tunisiennes face à cet afflux de migrants? Non, il y a deux choses. Rien, absolument rien, ne permet de maltraiter un individu, un humain, et en l'occurrence ces migrants. Rien, absolument rien. Une fois qu'on dit ça extrêmement clairement, il n'y a pas de mais, je dis et puis, j'ajoute, par contre, je comprends parfaitement le droit d'un pays à vouloir sanctuariser, à préserver son unité culturelle. Je comprends le droit d'un pays à vouloir défendre son identité, à vouloir maîtriser les flux migratoires. Est-ce que vous considérez que, justement, vous disiez la douleur de l'exil, le déracinement, c'est aussi fort que la guerre? Ah, tout à fait, c'est une forme de guerre interne, c'est une forme de bombe à fragmentation, ça n'en finit pas d'exploser, parce que vous laissez... Voyez-vous, c'est très intéressant, la définition de l'assimilation en France a été dévoyée et détruite. On a aujourd'hui, quand on parle d'assimilation, on est traité de tous les noms, parce qu'on part du principe que l'assimilation, c'est effacer ses origines. Et donc, c'est une violence de demander à quelqu'un d'oublier ce qu'il est. Or, l'assimilation, c'est tout l'inverse. C'est de garder ce bagage culturel, mais d'imaginer ou de faire entrer dans votre panthéon d'autres héros, une autre histoire, un passé et un patrimoine. Donc, il y a une forme de violence, mais ensuite, il y a une grande acceptation. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que l'assimilation, ce n'est plus cette définition et ce concept teinté de racisme. Aujourd'hui, c'est une nécessité qui me paraît anthropologique dans notre pays. Vous opposez... alors, vous dites... Il y a une formule très intéressante. Il y en a d'autres qui sont reprises dans l'interview que vous avez accordée à Génie Bastier, donc je ne les reprends pas. Et je renvoie justement nos internautes et nos lecteurs et nos téléspectateurs à cette interview, à lire avec, bien sûr, le livre de Sonia Mabrouk. C'est votre problème, vous, occidentaux, vous ne savez plus où vous en êtes. Est-ce que, justement, dans ce choc de civilisation qu'il y a aujourd'hui, c'est pas la grande faiblesse, en tout cas, c'est pas, selon vous, la faiblesse principale des occidentaux? Moi, je le ressens presque charnalement. C'est-à-dire cette usure, cet épuisement
Je vis depuis 20 ans en France, j'ai vécu 20 ans de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, puis dans une culture arabo-musulmane et orientale. Et cet épuisement, cette usure se traduit par la question à quoi on assimile aujourd'hui. Qu'est-ce qui donne encore envie en réalité? Qu'est-ce qu'on transmet? Malheureusement, et je dis vraiment malheureusement parce que j'aime ce pays, c'est mon pays d'adoption, la France parfois fait plus pitié qu'elle ne donne envie. Et pour donner envie... Qu'est-ce qui vous fait pitié sur la France? Ce qui me fait pitié, c'est qu'on mette de côté une partie du passé, fut-il parfois sombre, avec des ombres, et je trouve qu'au contraire, c'est ces ombres-là qu'il faut expliquer, évidemment, pour retenir les leçons de l'histoire. Ce qui me fait pitié... C'est la colonisation, par exemple? Mais bien sûr, il faut y revenir. Pas aussi bien des grandes figures. On y revient pas mal. Oui, oui. Mais enfin, vous voyez, par exemple, l'assimilation. Quand on est sorti de la période de la colonisation, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit l'assimilation, on n'en parle plus, parce que ça a été beaucoup utilisé. Moi, je voudrais aujourd'hui réhabiliter modestement ce concept. Dernière question, rapidement, je suis désolé, Sonia Mabrouk. Qu'aimez-vous chez Saint-Louis? Ah, rapidement. Ouais. Ah, j'aime tout chez Saint-Louis parce que pour moi c'est un imaginaire et puis c'est un héros qui est entre les deux cultures, donc ça résonne beaucoup évidemment pour la franco-tunisienne que je suis. Et si demain tout s'inversait? C'est le roman de Sonia Mabrouk, c'est le premier roman. Il y a eu un autre roman sur les enfants de Daesh qui était un roman... Ah oui, c'est aux enfants de Daesh, effectivement. Donc c'est le deuxième roman de Sonia Mabrouk. C'est le premier récit romancé. Premier récit romancé étonnant, donc, et captivant. C'est bien sûr à lire et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup Sonia Mabrouk. Merci. Point de vue, c'est fini. On se retrouve lundi, même heure, même endroit.